Donc, comme je viens de dire, donc ça c'est un apport qui est important, qu'on appelle la surcharge. La surcharge, excusez-moi, je dois aller la surcharge, donc c'est alors la surcharge, comme je viens de dire, donc c'est le fait de donner à plusieurs fonctions le même nom quand ils partagent cette sémantique portée par le nom. Alors, autre rapport, donc nous avons vu que toujours pour les fonctions, qu'on pourrait faire des paramètres par défaut, par défaut. Alors, on a vu que on pourrait très bien, par exemple, quand il s'agit de faire une fonction donnée, imaginons je veux faire un tri, par exemple, un tri d'un ensemble de valeurs, par exemple, sur un tableau. Bien sûr, j'ai besoin de savoir le nombre de valeurs, n, et j'ai à faire entre deux tris, soit tri par ordre croissant, ou bien tri par ordre décroissant. Et au lieu de faire deux fonctions, une qui fait par ordre croissant et une autre qui fait par ordre décroissant, ça veut dire que je fais comme ça. Ça, c'est une première fonction qui fait par ordre croissant. Et je vais faire une autre qui fait le tri par ordre décroissant. De cette manière. Alors, est-ce que j'ai le droit de leur donner le même nom, ces deux fonctions-là, à votre avis? Non. Pourquoi? Non. Parce que... Oui, oui, allez-y. Parce qu'on a les mêmes paramètres. Oui, exact. C'est la même signature. Donc ici, il faudrait que je mette ici croissant, par exemple. J'ajoute ici croissant, C, et là je vais dire décroissant, D. Et ça diminue la sémantique de la fonction de tri. Parce que pour les distinguer, j'étais obligé d'ajouter C, D ici. Bien sûr, au niveau du code, rien ne va changer, sauf qu'au niveau du comparateur ici, peut-être on fera une comparaison par inférieur. Et là, on fera une comparaison par supérieur. Quand on serait en train de changer les positions des éléments, dans le premier, on comparera les éléments par inférieur et dans l'autre, on comparera par supérieur. Et l'idée donc, justement, au lieu de faire deux fonctions, deux écritures qui ne changent que par ce signe pour distinguer les résultats des deux, eh bien, pourquoi ne pas donc juste ajouter un troisième paramètre? C'est ce que je vais faire ici. C'est comme si je vais factoriser les deux en une seule fonction. Je vais toujours trouver mon vecteur que je veux trier, le nombre d'éléments dans le vecteur, et je vais ajouter ici un autre paramètre que je vais supposer entier, et je vais dire l'ordre que vous voulez avoir. Bien sûr, là, on va convenir avec l'utilisateur, celui qui va appeler la fonction, on va lui convenir de mettre 0 pour croissant, par exemple. Croissant, c'est la valeur 0 pour ce paramètre, et décroissant, ça serait la valeur 1, ou inversement. Donc, ça, c'est à nous de convenir avec notre utilisateur. C'est souvent, on met des commentaires ici pour faire savoir à ceux qui vont utiliser que représente ce troisième paramètre et quelle valeur doivent-ils placer à ce niveau-là pour faire le tri. Alors, sauf que si je vois que l'ordre de tri le plus souvent rencontré, c'est le tri croissant. Ça veut dire, par exemple, il suffit juste que ça soit à plus que 50%. À plus que 50%, par exemple, c'est celui-là qui domine. Par exemple, on l'utilise à 60%, alors que l'autre, c'est uniquement à 40%. Et bien, on pourrait très bien choisir par défaut le tri croissant en affectant la valeur 0 à ce paramètre. Et bien sûr, c'est moi, le programmeur, qui est en train de faire ce choix. Et comme ça, donc, c'est comme si je dis à l'utilisateur, si vous voulez faire un tri par ordre croissant, ce n'est pas la peine de préciser le dernier paramètre. Contentez-vous uniquement des deux premiers. Et automatiquement, quand il fait l'appel avec deux paramètres seulement, on comprendra que le tri serait celui par ordre croissant. Par contre, s'il veut faire un tri par ordre décroissant, il faut absolument qu'il précise 1 pour le troisième paramètre. Donc, il faut absolument qu'il précise le troisième paramètre.
Voilà, donc ça aussi c'est un apport donc, qui est très intéressant pour réduire le nombre de paramètres d'une fonction lors de l'appel, euh, parce que tout simplement le programmeur a déjà ou leur a déjà donné des valeurs par défaut qui sont très fréquentes. Et donc chaque fois qu'on serait dans les mêmes situations de ces cas fréquents, on ne va plus préciser les valeurs puisqu'ils sont déjà précisés par le programmeur. Alors d'autres apports, notamment au niveau des entrées-sorties, nous avons vu que avec C++, on va oublier des fonctions comme scanf, comme printf, et on va les remplacer par cin et cout. Cin pour faire les lectures, cout pour faire les écritures. Sauf que pour faire ces deux fonctions, il faut mettre using namespace std, il faut l'ajouter au début. Il faut aussi inclure IOStream, include IOStream. Alors en incluant IOStream et en mettant using namespace std, on est capable de faire des lectures. Par exemple, je veux lire plusieurs variables, je fais de cette manière. Je lis X, je lis Y, je lis Z. Je suppose que ce sont des variables que j'ai déjà déclarées. Je veux les afficher maintenant. Et bien, je pourrais mettre X égale, ça c'est un texte, X, cout, Y égale Y. Je pourrais toujours revenir à la ligne en mettant end line, comme ça. Donc à la suite, vous voyez, ici j'ai plus d'espace. À la suite, il faut mettre end line avant de mettre le point virgule, ainsi de suite. Et ça facilite. Pourquoi? Parce que ici, si vous vous souvenez, on était toujours contraint de mettre des pourcents, pourcent D, pourcent F, pourcent S. Et en plus, on était contraint de mettre les adresses, alors que là, maintenant, on est libéré de tout ça. On ne met ni adresse, ni spécificateur de format. Ce qui constitue une grande simplification par rapport à ces fonctions-là. Alors, un autre apport, cette fois-ci, par rapport au pointeur, à l'allocation dynamique de mémoire, et bien là aussi, on veut oublier l'utilisation des fonctions comme malloc, calloc, free. Ce sont des fonctions qu'on juge lourdes au niveau de leur utilisation et on veut les remplacer par deux opérateurs seulement, l'opérateur new et l'opérateur delete. Donc new pour allouer. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, j'ai un tableau que je veux allouer, donc je déclare un pointeur P. Et je veux par exemple maintenant passer à l'allocation par malloc. Je suis contraint de mettre malloc. Imaginons je veux allouer 100 entiers. 100 multiplié par size of int. Je suis obligé aussi de caster ici, de faire des castes, de mettre int étoile avant d'affecter à p. P égale, je dois écrire comme ça. P égale int étoile malloc 100 fois size of int. C'est comme si je dois donc à chaque fois rappeler que c'est un pointeur sur des entiers et je dois le rappeler deux fois. Ici au niveau de size of et ici au niveau du cast. Alors que là, non. Ici, je dois juste déclarer mon pointeur. Et je vais écrire avec new, je vais mettre p égale new. C'est vrai, là aussi on rappelle int, mais on le rappelle une seule fois. Et c'est plus facile. Ici, ce n'est pas une fonction, c'est juste un opérateur. C'est comme si je mets plus, ça il est vu comme un opérateur. D'accord? Le type, entre crochets, le nombre d'éléments que vous voulez allouer. Maintenant, si vous voulez détruire, ici on fait free p pour détruire, pour libérer l'espace. Ici on fait delete crochet p. Alors on met ici les crochets pour dire que c'est un tableau que je veux détruire. Mais si jamais on avait alloué un seul élément, par exemple on avait fait juste int étoile p, et puis on a alloué par new un seul élément en mettant new int sans mettre les crochets. Donc ça c'est pour allouer une seule case mémoire. Ça c'est p. J'ai alloué donc une seule case mémoire, je l'utilise, maintenant je n'ai plus besoin. Et bien pour détruire, je mets juste delete p.
tout court, sans mettre les crochets. Donc, pour ce cas-là, il faut que je mette les crochets parce que j'ai alloué un tableau. Pour ce cas-là, j'ai alloué un seul élément. Et dans le cadre d'un seul élément, pour détruire, il faut juste mettre des lettres sans les crochets. Voilà, donc ça aussi, c'est une simplification concernant l'allocation de la mémoire. Alors, quel autre apport on a vu? Donc, on a vu la notion de référence. Je pense que c'est la dernière chose sur laquelle on s'est arrêté, c'est les références. Les références, donc, c'est une façon de remplacer les pointeurs. Remplacer un pointeur, ça veut dire j'ai un pointeur P qui pointe sur une case mémoire X. D'accord? Je veux donc, bien sûr, admettons que je connais pas, que je suis dans une situation qui ne me permet pas de connaître X. Je connais uniquement P. Si je veux travailler dans ce contexte avec la case X, passant par P, il va falloir que je n'oublie pas de mettre étoile P égale. Par exemple, je veux mettre une valeur dans X, il faut que j'écrive étoile P égale. Je veux exploiter la valeur de X. Imaginons par exemple, je veux multiplier la valeur de X par 2. Eh bien, il faut que je mette 2 multiplié par étoile P. Bien sûr, là, je suis dans un contexte où je ne vois pas X. Je le vois par P, par le pointeur qui pointe dessus. Et par conséquent, si je veux l'utiliser, si je veux donc changer la valeur qu'on a dans X, il faut que je mette étoile P égale. Si je veux calculer le double de la valeur de X et le mettre peut-être dans une autre case Y, eh bien, il faut que je mette 2 fois 2 étoile P. Donc, le premier étoile, c'est pour la multiplication et l'autre, c'est uniquement pour mettre la main sur la valeur pointée par P. Vous voyez que ça m'oblige à ne pas oublier ou à ne jamais oublier cette étoile, sinon je risquerais de faire des erreurs. Et qu'en est-il maintenant si on a peut-être des chaînages comme ça, donc c'est-à-dire j'ai une case un pointeur qui pointe sur un autre pointeur, qui pointe lui-même sur une autre variable, et tout ça je ne le vois pas, je vois uniquement le pointeur culant. Si je veux continuer à manipuler, cette fois-ci il va falloir que je mette double étoile, culant égale. De l'autre côté, je veux multiplier par 2, il faut que je mette 3 étoiles. Et avec ces étoiles-là, donc, des fois, on risque d'oublier, on risque de les oublier, on risque de faire des mauvaises interprétations dans ce cas-là. Et ça nous fait des usages qui sont un peu difficiles. Alors, ce que nous voulons donc faire par les références, on veut juste garder le pointeur, il est toujours là, mais je ne veux pas que je le gère moi-même. Je veux qu'il soit géré par l'ordinateur, par le compilateur. Donc, j'ai un pointeur qui pointe sur X, et ce pointeur-là, donc, c'est comme si je vais nommer étoile P que vous trouvez là, je vais le nommer par R, par un nom simple. Et ça va donc constituer un alias à X. C'est un alias à étoile P et par suite à X. Parce que étoile P, il représente X. Et dans ce cas-là, donc, chaque fois que je veux mettre la main sur X, je n'ai qu'à le mettre par R, qu'à le désigner par R. Par exemple, je veux mettre la valeur 100 dans X, je vais mettre R égale à X. Je veux mettre 2 fois la valeur de X, je vais mettre 2 fois R. Vous allez me dire pourquoi pas utiliser X directement, parce que comme tout à l'heure, je suis dans un contexte qui m'a masqué X, ou qui me masque X. Parce que justement, ce que nous voulons atteindre par ça, c'est que nous voulons mettre des systèmes de masquage. Je ne veux pas que quelqu'un observe X directement. C'est comme si on est dans des domaines. Il y a le domaine propriétaire de X. Ça, c'est le domaine où X a été créé. Ça, c'est un autre domaine. Et je veux toujours donner la main à ce domaine sur X, mais pas par X directement, par un alias seulement. Et dans ce cas-là, donc, je ne connais pas celui qui est ici dans ce domaine, il ne connaît pas le X, il le connaît uniquement par son alias. Et justement, passer par un pointeur, ça oblige à mettre des étoiles. Passer par une référence, ça permet d'utiliser X comme s'il s'agit d'utiliser la référence comme s'il s'agit de X. Et justement, il me reste qu'à vous dire comment est-ce qu'on fait pour définir une référence sur un type donné. Par exemple, si vous voulez définir une référence, vous avez une donnée de type X, de type T, et vous voulez définir une référence sur X, vous allez juste mettre T, adresse, référence égale X. Attention, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire il faut toujours, quand vous créez la référence, il faut dire sa référence quoi. Sauf si vous êtes dans une fonction. Si vous voulez communiquer, et c'est ça donc l'autre domaine dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit on est dans un domaine. C'est-à-dire on est éventuellement dans une fonction.
Si vous êtes dans une fonction, et bien là, vous pouvez très bien dire que le paramètre, il va recevoir, il serait une référence sur une donnée de type T, de cette manière, sans dire c'est égal à quoi. Et c'est pendant l'appel, ou c'est lors de l'appel à cette fonction, quand quelqu'un va appeler, c'est ça l'autre domaine justement, quand quelqu'un va appeler la fonction f, eh bien, il va l'appeler en mettant f de x par exemple. Et c'est à ce niveau-là qu'on sait bien, je suppose qu'il y a une donnée x et une donnée y, qu'on sait bien que pendant cet appel-là, P est une référence sur x. Maintenant, si je fais encore un deuxième appel, mais cette fois-ci je le fais sur y, eh ben, cela va signifier tout simplement que pour le moment, pour le pendant de cette fonction, ou bien durant l'appel à cette fonction, P, il va référencer, ou bien il va être une référence à y. Donc, vous voyez qu'on a fait jouer double rôle à P au niveau des deux appels. Donc, lorsque je mets ici P égale 100, eh ben, je suis en train de mettre 100 dans X, mais pendant le deuxième appel, ou lors du deuxième appel, cette fois-ci, je suis en train de mettre la valeur 100 dans Y et non plus dans X. Vous voyez donc, et à l'intérieur, je suis en train d'utiliser mon paramètre directement sans mettre des étoiles. Et je suis sûr que je suis en train d'écrire dans X pendant le premier appel, dans Y pendant le deuxième appel. Voilà donc ce qu'on a vu au niveau des références. Nous avons vu aussi qu'on pourrait faire une fonction qui retourne une référence sur un type T, une référence d'un type T. Donc je pourrais faire, ici il y a des paramètres, et je pourrais donc retourner une variable, mais bien sûr ça doit être une variable permanente. Parmi les variables qu'on a là, par exemple si on a une variable z, je pourrais retourner une variable z. Attention, une variable permanente, ça veut dire qu'il y a un cycle de vie plus grand que celui de l'appel à f. Une variable globale au niveau du domaine appelant. Donc forcément ce z, je vais dire, prenons un tableau, parce que le tableau il est toujours communiqué par adresse, et je communique ici le troisième élément. Donc je suis en train de communiquer la référence sur le troisième élément. Et je sais bien que ce tableau-là, il est permanent. Donc je pourrais l'envoyer. Ce que je veux dire par permanent, il est impossible ou il est interdit de prendre une variable locale, par exemple k, et puis de mettre ici return k. Si vous faites comme ça serait mauvais. Si vous mettez ici return k, vous êtes en train de retourner une référence sur une variable qui n'est pas permanente. D'accord? Il a une durée de vie qui s'arrête là. Ici, cette variable-là, il est détruite. Donc, je vais dire ici k détruit, ou destruction de k, à ce niveau-là. Et nous, on est en train de renvoyer à quelqu'un qui existe encore. Donc, ça veut dire qui va continuer d'exister après l'exécution de f. Et donc, il est complètement sans sens de communiquer par référence une variable qui est locale, qui va être détruite bientôt. Si donc il y a lieu de renvoyer une référence, eh bien, il faut renvoyer une référence d'une variable qui est permanente. Alors, quand on a une fonction qui renvoie une variable, qui renvoie une référence, eh bien, on pourrait très bien faire les appels suivants. Faire un appel comme ça. Vous voyez, je suis en train de placer l'appel à la fonction à gauche du signe d'affectation. On a toujours interdit en C de mettre ça, de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une fonction est productrice d'une valeur. Donc, il produit une valeur, et par conséquent, on n'a pas le droit d'envoyer, ou plutôt d'affecter à une valeur. Par contre, là, on a bien le droit, parce que c'est une fonction qui retourne une référence. Et quand on dit une référence, c'est une référence à une case mémoire. Et donc, on pourrait ici, on est tout simplement en train d'affecter cette valeur à la variable référencée. Et par conséquent, donc, c'est des écritures qui deviennent possibles grâce à la notion de référence. Alors, on va voir que les références, ils vont nous permettre d'autres choses, notamment au niveau de la programmation orientée objet. On aura beaucoup à utiliser les références.
Les références, ils sont créés justement pour ça, pour la programmation orientée objet. Ils sont créés pour ce que j'ai déjà dit, pardon, mais ils sont aussi créés parce que on en aura besoin au niveau de la programmation orientée objet. Et justement, là, je viens de faire les rappels, donc je vais passer donc à cette nouvelle ou ces nouveaux concepts que nous voulons découvrir relativement à la programmation orientée objet. Alors, la programmation orientée objet, comme au niveau du titre, eh ben, ça signifie tout simplement que au lieu de travailler avec des simples variables, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça veut dire ce qu'on a fait jusqu'à présent, on crée des cases mémoire, c'est des variables, et puis on crée des fonctions qui vont manipuler ces cases mémoire. D'accord? Chaque fonction, il ira donc soit écrire, soit lire les données d'une variable. De cette manière. Ça, c'est une fonction f, une fonction g, une variable x, une variable y, une variable z. Mais on a une parfaite séparation entre les deux, entre le data, entre les variables porteuses de données et les fonctions. Il y a une parfaite séparation entre les deux. Alors, cette séparation, qu'est-ce que ça va nous coûter comme problème? Ben, si par exemple je veux développer une autre application et que j'ai besoin de réutiliser f, donc de l'utiliser ici dans notre programme, ben, il faut que je n'oublie pas de déplacer aussi les données sur lesquelles il va travailler, notamment x et y. Il faut que je n'oublie pas de les déplacer avec. Et comme ils sont placés dans des entités séparées, eh ben, ce n'est pas évident, surtout si on a des programmes qui sont très grands. Imaginez par exemple un programme avec des milliers de lignes dans lesquelles il y a des fonctions, il y a des variables, etc. Et vous voulez maintenant isoler une fonction pour la réutiliser dans une autre application. Ce n'est pas facile. Lorsque vous voulez changer, par exemple, si vous décidez de changer la fonction f pour la faire passer à une version plus récente, à une version plus performante, et ben, lorsque vous faites des changements, il faut aussi décider, il faut résoudre ces changements-là, ils vont impacter quelles données? Ou ça va impacter quel changement au niveau des données? Parce que on est sûr que si on fait des changements au niveau des données, ça peut impacter les traitements et inversement. Et comme on les a séparés, ben ça nous posera toujours des problèmes. Donc, ce style de programmation, donc, c'est ce qu'on a appelé la programmation procédurale ou fonctionnelle, si vous voulez. Donc, il est basé sur la notion de fonction. Nous voulons donc passer vers un autre style, c'est la programmation objet ou orientée objet, où justement nous voulons regrouper à chaque fois que ces variables et ces fonctions ils se rapportent à la même sémantique. Imaginons, on a beaucoup de variables, on a beaucoup de fonctions. Je vais changer de couleur juste euh, pour vous dire que, par exemple, tout ce que je vais souligner là, avec tout ce que je vais souligner ici en vert, c'est des fonctions et des données qui se rapportent à la même sémantique. Je vais supposer avoir d'autres, par exemple, d'autres variables ici. Alors, d'autres variables. Vous voyez, j'ai tâché de mettre des variables en vert et d'autres en bleu, des fonctions aussi en vert et d'autres en bleu. Je vais mettre ici quelques fonctions en bleu. Et exprès, je les ai alternés donc, pour vous dire combien serait difficile de les isoler quand ils sont à l'intérieur d'un programme. Bon, c'est un peu difficile de changer les couleurs, mais en tout cas, je suppose que ça, c'est des fonctions en vert et c'est des variables en vert aussi. Alors, pourquoi je leur ai donné les mêmes couleurs? Parce qu'ils se rapportent à la même sémantique.
Et l'idée donc que nous voulons faire ici, c'est regrouper dans une même entité. Regardez, je vais essayer de faire comme ça. C'est un peu difficile, mais je vais essayer de le faire comme ça. Alors regardez, tout ça pour moi, c'est la même entité. Pourquoi? Parce que c'est inséparable. C'est des fonctions et des données qui ne doivent pas séparer les unes des autres ou les uns des autres. Il faut qu'ils aillent ensemble. Là où il y a ces fonctions, là on doit trouver aussi ces variables. Et justement, on a besoin d'une entité qui va les regrouper. Et bien, cette entité, c'est l'objet. L'objet, c'est ce qui va regrouper et des données. Donc, il regroupe, c'est une entité concrète qui regroupe des données plus, plus des fonctions. Des fonctions. Il regroupe les deux dans la même entité. Et pourquoi il les regroupe? Parce que tout simplement, ils partagent la même sémantique. Qui partagent, on va dire, les objets et les fonctions qui partagent la même sémantique. La même sémantique. En fait, j'ai en fait une souris qui ne bouge plus maintenant. Et ça me fait en fait une peine à y écrire. Vous vous souvenez, mon écriture, il était mieux que ça avant. Mais maintenant, ça se dégrade. Bon, on ne peut pas faire mieux. Si on avait un stylet, donc ça va passer beaucoup plus. C'est comme un tableau blanc, mais en tout cas, je dis ce que j'écris, donc juste pour que vous réussissez à le lire. Si jamais vous le voyez dans une vidéo, parce que je suis en train de l'enregistrer, et ben, il faut surtout avoir la voix synchronisée avec l'écriture, comme ça vous pouvez comprendre un peu ce que je mets là. Donc, je reviens. Ici, on veut donc regrouper dans la même entité. Et donc, l'objet, c'est quelque chose qui regroupe des données plus des fonctions. Ça va être vu comme une généralisation de la notion de la variable, qui, elle, il ne porte que des données. Donc, en passant de la variable vers l'objet, je suis en train de généraliser. Je suis en train d'aller vers une entité simple, ou d'aller d'une entité simple qui ne contient qu'une simple donnée, vers une entité un peu plus globale, qui contient des données et des fonctions inséparables. Alors, comme pour faire une variable, on a besoin d'un type pour le faire, parce qu'on ne peut pas créer une variable sans avoir de type, et bien la même chose pour l'objet. Pour créer un objet, il nous faut un type. Et ce type-là, on l'appellera tout simplement une classe. D'accord? Donc, et la notion de classe serait alors quelque chose qui généralise la notion de type. Comme l'objet, ça généralise, je vais dire ici généralise. En lisant la flèche, vous dites l'objet généralise la notion de la variable. Ou généralisation ici. En passant dans le sens du haut vers le bas, vous êtes en train de faire une généralisation. Donc le type est généralisé par la classe, la variable est généralisée par l'objet. La classe va permettre de créer des objets comme le type permet de créer des variables. Et en passant de ce domaine, en passant de ce qui est vers le haut, c'est le procédural, parce que pour manipuler les variables, on a besoin de créer des fonctions. Le problème, c'est que ces fonctions-là, ils étaient séparés de ces variables. Il n'y a aucune enceinte qui les regroupe. Maintenant, non. En descendant vers le bas, on passe vers la POO, vers la programmation orientée objet. Et pour le faire, il faut juste passer par la création de classes qui vont nous permettre d'obtenir ou bien de réaliser des objets. Et sur ces objets, on est sûr qu'il y aurait et les données que nous cherchons à manipuler et les fonctions par lesquelles on manipule ces données-là. Ils sont dans le même être qui est l'objet. Ça, c'est un peu l'idée. Alors, en faisant de la sorte, nous allons gagner énormément à beaucoup de niveaux. Notamment, on va gagner au niveau de l'encapsulation et l'abstraction. Parce que quand vous voyez un objet quand vous voyez un objet de ce type, vous voyez un objet, une seule entité. Prenons par exemple un objet rectangle, forme géométrique rectangle. C'est ce que j'ai donné dans le cours. Donc je le prends dans l'explication, rectangle. Ben ça permet par exemple de calculer la surface du rectangle.
je vais dire, calculer la surface, ça permet de calculer le périmètre. Donc ça, c'est des fonctions dont j'ai besoin. Et bien sûr, un rectangle, il faut que je cite ses cotes, comme par exemple sa longueur et sa largeur. Et pourquoi est-ce que j'aurais à séparer? Parce que si j'étais dans l'autre style de programmation, ben je dois donc déclarer deux variables, largeur et longueur, et je dois aussi faire deux fonctions à l'intérieur du programme. Calculer surface, pour calculer la surface, et pour calculer le périmètre. Pourquoi alors dois-je séparer entre ces deux variables et ces deux fonctions? Les deux, ils caractérisent la même sémantique qui est celle du rectangle, de la forme géométrique rectangle. D'accord? Donc il faut que je les mette dans la même enceinte. Et bien justement, cette enceinte, c'est l'objet. Et donc, c'est une abstraction plus intéressante. C'est une manière de regrouper, d'avoir la même entité, puisque réellement aussi, un rectangle, il est indivisible. Je ne peux pas donc, quand je parle du rectangle, je pose ces données dans un coin et ces fonctionnalités de calcul dans un autre coin différent. Maintenant, si j'ai par exemple besoin de travailler sur plusieurs rectangles, rectangle 1, rectangle 2, eh bien, je vais donc avoir la même forme. Ça, c'est le rectangle 2, donc j'aurai encore une longueur, et une largeur, et les deux fonctions de calcul. Calculer la surface, calculer le périmètre. Par contre, ici, deux autres variables qui sont toujours séparées des deux fonctions. Alors que là, non. Ils sont dans la même enceinte, dans l'objet qui porte le tout. Alors voilà, donc grâce à ça, en fait, on est capable de faire, grâce à la notion de classe et d'objet, on est capable de faire des choses beaucoup plus concrètes, avec un niveau d'abstraction plus élevé. Et quand je dis niveau d'abstraction plus élevé, ça veut dire c'est plus concret pour l'être humain. C'est abstrait pour la machine, pour le programmeur, pour la programmation, mais c'est concret pour l'être humain. Donc toujours, quand vous dites plus abstrait, c'est par rapport à la machine. Bien sûr, pour réussir à faire de la programmation orientée objet, il faut absolument qu'on soit capable de créer des classes et des objets. Donc les concepts clés sur lesquels on va focaliser aujourd'hui, c'est ces deux concepts, le concept de classe et d'objet. Alors, il y a la notion de données qui doit être définie à l'intérieur de la classe et qu'on va retrouver dans tous les objets qu'on va créer à partir de ces classes-là. On les appelle des attributs. Il y a la notion de fonction, fonction membre, c'est-à-dire membre de la classe. On va préférer de les appeler méthodes. Méthode. Je vais vous dire pourquoi on préfère le mot méthode et non pas fonction. Juste on changera la terminologie. Donc au lieu de dire fonction, quand il est logé dans une classe, quand il est à l'intérieur d'une enceinte, d'une entité, on préférera plutôt l'appeler une méthode. Parce que c'est une méthode qui permet d'aller manipuler les données. C'est une manière, c'est comme si la classe vous propose une façon de faire si vous voulez accéder aux données. C'est pourquoi donc on l'appelle une méthode d'accès, une méthode d'utilisation des données. Alors, autre concept, on pourrait très bien, en définissant les classes, on pourrait définir des relations entre les classes, des relations d'association, des relations de composition, etc. Juste pour parler de ça rapidement, une classe déjà, on la schématise comme ça. Et ça nous rappelle un peu ce qu'on a déjà vu au niveau des bases de données, la notion d'entité-association. Vous vous souvenez quand on a parlé au niveau base de données, on a parlé de la notion d'entité et d'association. On modélisait une entité comme ça et une association par un cercle avec, avec des pieds ou bien des pattes qui permet de lier les entités à l'association. Eh ben, ce formalisme, on le maintient au niveau de l'orienté objet. Une classe, on la représente par un rectangle en mettant ici le nom de la classe, le nom de la classe, et on va y trouver deux parties. La partie qui cite les données qui sont définies par cette classe, et une autre partie qui cite les méthodes ou bien les fonctions
que la classe définie. Et ben, dès maintenant, vous voyez une petite différence. Ici, les données, on les cite par des mois et les méthodes, on les cite par des plus. Je vais vous dire qu'est-ce que ça signifie les deux. Et maintenant, si jamais on a une autre classe, on pourrait bien, comme ici, il y a des relations, on pourrait aussi envisager, et ici c'est le nom d'une autre classe, donc je vais dire classe 1, ici le nom d'une classe 2, je pourrais faire une relation entre les deux. Ici la relation on le fait juste par un seul trait, juste un trait comme ça, il n'y a pas de cercle. Et ça c'est un autre formalisme qui est donné par l'UML, ce qu'on appelle l'UML, Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié. C'est un formalisme graphique qui permet universel, normalisé, donc que tout le monde comprenne, toute la communauté des programmeurs, ils comprennent ce genre de modèle. Juste pour vous donner un exemple, je pourrais par exemple définir ici l'étudiant, la classe étudiant. C'est le nom. Et je définis la classe filière. Et je pourrais établir une relation entre les deux. C'est une association entre l'étudiant et la filière. Alors à ce niveau-là, on pourrait dire qu'une filière, c'est... il y a une petite différence par rapport à ce qu'on faisait au niveau du modèle entité-association. Si je fais le même modèle, je le fais ici. Je vais mettre ici F, c'est la filière. Et là, c'est l'étudiant. Alors, on faisait donc des associations comme ça. Désolé pour le dessin. Et là, on faisait donc les cardinalités. Ici, pour faire les cardinalités, on dit une filière, c'est combien d'étudiants? Donc, on va dire c'est plusieurs. D'accord? Plusieurs, on le notait par n. Ici, on dit un étudiant, c'est combien de filières? C'est une seule, c'est une et une seule. Et donc, on met 1. Là, regardez, là, j'ai représenté que les max. Normalement, ici, je vais dire 1, n, et là, 1, 1. Ici, on le fait à l'envers. Ici, plutôt, quand on est là, on dit, on a combien de filières pour un étudiant? C'est une seule. Et de l'autre côté, on dira, on a combien d'étudiants pour une même filière? On a plusieurs, on le note par étoile. Ici, on le note par étoile. Juste, il y a une petite différence au niveau de la notation. Étoile, c'est pour dire l'infini. C'est comme access, pour dire l'infini. D'accord? C'est comme ça qu'on fait on montre une association entre filières et étudiants. Alors, un autre exemple, prenons le cas, par exemple, d'une classe. Une classe, par exemple, une classe d'étudiants. Attention, le mot classe, on l'utilise déjà dans notre langage, nous-mêmes, lorsqu'on parle de classe d'étudiants. Donc, et à partir de là, vous pouvez voir un peu c'est quoi la définition d'une classe. Une classe, c'est quelque chose qui regroupe un ensemble ou qui définit un ensemble d'êtres similaires. Donc, un ensemble d'objets similaires, ce sont les étudiants. Donc, je vais dire ici classe d'étudiants pour ne pas confondre avec le concept classe que je suis en train d'aborder aujourd'hui, quoi qu'il y a une étroite liaison. Je vais dire ici classe d'étudiants. Une classe d'étudiants, je pourrais la lier avec les étudiants, parce qu'une classe, c'est un ensemble, c'est un regroupement d'étudiants. Et je pourrais donc dire que, au lieu de dire que c'est une association un peu comme l'autre, comme celle qui relie la filière à l'étudiant, je pourrais faire ce genre de symbole en disant une classe d'étudiants, il agrège un ensemble d'étudiants. D'accord? Ou bien il se compose d'un ensemble d'étudiants. On fait juste un petit losange ici pour dire que c'est un type d'association un peu particulier. C'est le fait de parler d'agrégation. Agrégation, c'est quand on a un système qui s'agrège d'un ensemble d'éléments. Par exemple, c'est plus clair au niveau de la voiture, par exemple. Lorsque vous dites une voiture, la classe voiture, eh bien, la classe voiture, il se compose d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, parmi les éléments, il se compose de roues. D'accord? Il y a des roues qui composent la voiture. Je ne vais pas dire association. Ce n'est pas une association, parce que sans les roues, il n'y aurait pas de voiture. S'il n'y a pas de roues, on ne pourrait plus circuler avec la voiture. Donc, imaginez une voiture sans roues. On ne pourrait pas la qualifier de voiture. Donc, c'est quelque chose qui lui manque.
Et donc, comme cette relation il est vraiment forte, on tient à le mettre ici par un losange en disant la voiture se compose de roues, se compose de moteurs. Si je vois le moteur, je vais faire aussi une composition, comme ça, ainsi de suite. Et donc, dans le cadre de la composition d'un système qui se compose de plusieurs éléments, on préfère plutôt noter l'association avec un petit losange du côté de l'ensemble, du côté du système. Là, c'est le composant, c'est l'élément, et là, c'est le composé, c'est le système. On met donc un petit losange du côté du système. Ça, c'est si on veut donc faire de la conception orientée objet. Je suis déjà en train de parler de la notion de conception. Conception. Donc, il y a programmation POO, il y a COO. La COO, c'est la conception orientée objet. Donc, ça veut dire qu'un concepteur orienté objet, c'est celui qui va concevoir pour nous l'ensemble, pour le programmeur, l'ensemble des classes et l'ensemble des liens entre ces classes. D'accord? Alors, bien sûr, créer donc un ensemble de classes et de liens entre les classes, ça pourrait être miniaturisé comme ça. Ça peut même devenir une toile d'araignée ou lorsqu'on a beaucoup de classes avec des relations de composition, des associations, euh, des compositions ici par exemple, une association ici, ainsi de suite. Donc, et ça devient donc une toile d'araignée. Donc là, je me suis limité uniquement à 5 classes, mais il se peut qu'on a encore d'autres classes liées avec d'autres, et ainsi de suite. Et le fait de produire ce genre de modèle, c'est une conception. Alors celui qui le fait, c'est le concepteur, et ce diagramme-là, on l'appelle un diagramme de classe. Un diagramme de classe. Un diagramme de classe. Alors, les classes, ils vont permettre de faire quoi? En réalité, chaque fois que j'ai une classe, par exemple une classe étudiant, je vais vous donner un exemple qui est simple. Classe étudiant. Au niveau des attributs, il serait composé d'un nom, d'un prénom, d'une adresse, par exemple. Au niveau des... et bien d'autres. Au niveau des fonctions, eh ben, tout ce dont la classe a besoin pour faire des travaux sur ces données-là. Quand par exemple, je vais dire changer l'adresse, par exemple. 7, je l'appelle 7, tout ce qui change les données, on l'appellera 7 adresse. Définir l'adresse. Il faut que je dispose d'une nouvelle adresse et je vais la poser ici. Get adresse. Si quelqu'un veut savoir c'est quoi l'adresse de l'étudiant, get adresse. Get nom et prénom. Par exemple, pour faire les listes d'absence, on a besoin du nom et du prénom. Donc, je pourrais par exemple calculer le nom et le prénom, le full name si vous voulez, ou bien le nom complet. Je pourrais dire get le nom complet. Ça va calculer le nom plus le prénom. Ça va me donner et le nom et le prénom. Oui? On peut dire que get a la même fonction que select. Oui, 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 exact. C'est des sélecteurs, justement, on les appelle des sélecteurs. On les appelle ici des getters, les getters, ou bien les sélecteurs, si on veut dire en français, sélecteur ou sélecteur. Je ne sais pas, est-ce qu'on le dira en anglais comme ça? Sélecteur. Et pour les sets, c'est les setters. On va dire les modifieurs. C'est le update si vous voulez. Modifieur. Au niveau de l'SQL. C'est l'équivalent de update au niveau de l'SQL. Ils permettent de mettre à jour ou bien de définir une nouvelle donnée. D'accord? Bien sûr, surtout pour les données qui changent, susceptibles de changer. Bien sûr, le nom, il n'est pas changeable. On ne va pas changer son nom du jour au lendemain. Ou bien son prénom, on ne le change jamais. Une fois bien défini, bien sûr. Mais l'adresse, ça peut changer régulièrement. On pourrait changer d'adresse. Le téléphone, ça peut changer plus fréquemment que l'adresse.
etc. Donc, si on a ici l'âge, si on a ajouté l'âge de la personne, de l'étudiant, au lieu de sa date de naissance, d'ailleurs, c'est pas bien de mettre l'âge, il serait plus intéressant de mettre la date, puisqu'il est stable, on ne va pas revenir la changer à chaque fois. Mais si par exemple quelqu'un a mis l'âge au lieu de la date de naissance, ben, il faut que chaque année d'anniversaire, il faut qu'il revienne changer. Donc ça, c'est une donnée qui change chaque année. Si on met le niveau au niveau de la classe, le niveau, j'entends par ça première année, deuxième année, etc. Ben, chaque année aussi, il faut que je revienne changer le niveau. Lorsque l'étudiant passe au deuxième niveau, il faut que je vienne changer ce niveau. Donc j'ai besoin d'un setter. Et donc les composantes parmi les méthodes, on trouvera des setters et des getters. On trouvera d'autres qui font des calculs, comme get non complet. C'est aussi un getters parce qu'il me permet d'aller mettre la main sur plusieurs données, de les combiner et puis de me les fournir. Alors, si j'ai par exemple ce type de modèle, ça c'est la classe. Vous voyez, je n'ai pas parlé d'un étudiant fixé. Je suis en train de parler de l'ensemble des étudiants, d'un modèle qui décrit uniformément l'ensemble des étudiants. Alors maintenant, ce modèle, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va me permettre de créer des étudiants, ça veut dire des objets. Par exemple, je vais dire l'étudiant 1, le premier étudiant dans votre classe, par exemple. Je vais l'appeler E1, l'étudiant 1. Celui-là, il doit avoir une valeur pour chacun ou pour chacun de ses attributs. Par exemple, au niveau du nom, c'est une case mémoire. Il faut qu'il porte déjà une valeur. D'accord? Prenons par exemple Alami, par exemple. Eh ben, je vais trouver donc la valeur Alami qui est déjà dans une case mémoire pour le nom. Le prénom, si par exemple il s'appelle Saïd, par exemple, eh ben, je vais avoir ici le nom. Ainsi de suite. L'adresse, la valeur de l'adresse. Donc vous voyez, pour chacun de ces attributs, quand on parle d'objet, c'est déjà des espaces mémoire. Dans chacun, il y a déjà une valeur correspondante à l'objet. Donc ça, c'est juste un modèle. Ça, c'est un modèle. On va dire c'est abstrait. Il n'y a pas de mémoire associée. Ça, c'est plutôt de ce côté-là, c'est de la mémoire. Et donc, c'est une création. En passant de là à là, je viens de créer un objet. Et justement, c'est un peu comme lorsqu'on passe d'un type vers une variable. Je crée une case mémoire. Donc là, par contre, je crée un ensemble de cases mémoire, autant de cases qu'il y a d'attributs. Et bien sûr, l'ensemble de ces cases mémoire, ils sont regroupés dans le même bloc mémoire. Et ce bloc mémoire, c'est l'étudiant, c'est l'objet. Je pourrais créer un autre. Je pourrais donc se servir du même modèle pour créer un autre étudiant. Et l'autre étudiant aussi, il aura la même structure. Pas forcément les mêmes valeurs. Donc chacun, il aura ses propres valeurs à lui. Donc le nom, disons celui-là, il s'appelle par exemple Zaki, par exemple. Et bien, je vais avoir ici la valeur différente. Alors, je ne sais pas, donc Mohamed, par exemple, au niveau du prénom, l'adresse, ainsi de suite. Donc, chacun il a ses propres valeurs. Mais si ici, on a 10 attributs, là aussi, on doit trouver 10 attributs. Donc, qui fixe les attributs? C'est la classe. C'est au niveau de la classe qu'on définit quels sont les attributs que devront avoir les objets. Et maintenant, si je veux faire travailler, par exemple, je veux changer l'adresse du premier objet, et ben, comment est-ce que je vais le faire? Comment je vais mettre une nouvelle valeur ici? Par exemple, le premier étudiant, il a changé d'adresse. Ben, il faut que j'appelle getAdresse. Et comment est-ce que je vais faire appel à getAdresse? Je vais le faire avec une autre couleur. Et ben, je veux changer l'adresse de l'étudiant 1. D'accord? Pas l'adresse de l'étudiant 2. Donc, il va falloir que j'écrive comme ça. Étudiant 1, point, get, pardon, point set adresse, parce que je veux changer l'adresse. Et je vais donc communiquer la nouvelle valeur de l'adresse. Numéro, 100, etc. Alors, cette valeur que je suis en train de communiquer, où est-ce qu'il va être rangé? Il va être rangé ici. D'accord? Au niveau de l'étudiant E1. Regardez comment est-ce qu'on fait appel à une méthode sur un objet. Donc, les méthodes qu'on a définies là, ils sont faits pour qu'ils soient appelés sur l'objet. Et pour les appeler sur l'objet, c'est-à-dire pour les exécuter sur les données de l'objet, il faut alors qu'on mette le nom de l'objet, point,
Ça, c'est le séparateur, ou bien c'est ce qui permet d'accéder à partir de l'objet. On accède à la méthode par le nom de l'objet, point, le nom de la méthode, et puis on cite les paramètres. Vous voyez maintenant qu'est-ce qui a fait que on a regroupé les méthodes et les attributs dans la même enceinte. Parce que si on était dans C, eh ben, il fallait qu'on faisait autrement. Il fallait qu'on mette cette adresse et en communiquant l'objet sur lequel je veux agir ici comme paramètre, avant de communiquer les autres valeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une séparation entre les fonctions et les données. Maintenant que tous sont dans la même enceinte, dans l'objet, eh ben on pourrait se permettre ce genre d'appel. Alors voilà, donc globalement, c'est un peu ça l'idée. C'est une idée qui factorise un peu, qui prenne un programme C, qui fait un peu le ménage dans un programme C. Au lieu de poser des fonctions complètement dissociées des données, et ben là, on passe par des entités qui regroupent le tout. Et bien sûr, vous voyez clairement que ça ne serait pas judicieux de mettre les données d'un étudiant et les méthodes qui manipulent ces données-là dans deux réservoirs différents, dans deux enceintes différentes. Il faut absolument qu'ils soient mises dans la même enceinte puisque toutes les deux, tous ces éléments-là, ils caractérisent le même être qui est l'étudiant. Donc, puisque l'étudiant il est indivisible, et ben, toutes ces caractéristiques, que ce soit données ou bien méthode, ils doivent être placés dans la même enceinte. Et cette enceinte-là, on l'appelle une classe. Juste cette opération, celle-là, qui permet de créer un objet en utilisant une classe, on l'appelle au niveau terminologie une instantiation. C'est une création d'une instance, instantiation. Instantiation. Une instantiation. L'objet aussi, on pourrait l'appeler une instance. Instance. Par exemple, pour cet exemple-là, j'ai créé deux instances. On parle aussi d'occurrence, une occurrence. Juste pour fixer un peu la terminologie. Occurrence. On dit un objet, une instance, une occurrence d'une classe. Je pourrais, par exemple, dans cet exemple, j'ai créé deux occurrences, deux instances. L'opération qui permet de passer de la classe vers l'objet, c'est une instantiation. L'opération qui permet de passer de l'objet vers la classe, c'est ce qu'on appelle une classification. Ça permet de générer la classe, parce que c'est ça ce que font les concepteurs. Si je reviens là, en fait, les concepteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, je suis à terme de mon... excusez-moi, donc... Je vais ajouter des pages blanches encore. Alors, donc, comme j'ai dit, j'étais... ce que font les concepteurs, c'est plutôt l'inverse. Ça veut dire on observe un ensemble d'êtres. C'est les objets que j'ai. Bien sûr, ces êtres, ils ont des différences au niveau de leur état. Ce n'est pas les mêmes états. Par exemple, au niveau de la hauteur, donc chacun il a une taille, au niveau de la taille, chacun il a un poids différent. On pourrait par coïncidence avoir deux qui ont la même taille ou bien le même poids, mais chacun il a ses propres valeurs. Donc ça, c'est une communauté d'objets. Alors le concepteur, quand il regarde ceci, eh ben, il faut qu'il le modélise en faisant une classe, une seule, pour l'ensemble. Puisque c'est une communauté, ça veut dire qu'ils sont regroupés parce qu'ils partagent les mêmes objectifs. Comme vous, par exemple, dans votre classe. Vous partagez les mêmes objectifs, c'est de faire les études pour devenir un ingénieur génie civil. Donc c'est la même finalité. Et par conséquent, le concepteur, il faut qu'il associe, en regardant cette situation, il faut qu'il associe un seul modèle pour l'ensemble. C'est la classe. C'est ce que j'ai appelé la classe étudiant. Maintenant, une fois ce modèle est fait, eh ben, ça va nous servir à créer les blocs mémoire pour chaque être. Par exemple, c'est créer les objets, je vais juste les numéroter ici, l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3. Je veux maintenant mettre les données de l'étudiant 1
il faut que je crée une instance, une instantiation. Instantiation. Je crée donc un premier bloc mémoire où je trouverai les valeurs du premier étudiant. Donc je mettrai ici l'étudiant 1 à côté. Bien sûr, on va lui donner un nom, par exemple E1. C'est le nom de l'objet. Et là, par exemple, si j'ai ici le nom, je vais mettre son nom, sa valeur. D'accord? Si j'ai le prénom, je vais mettre la valeur du prénom. Et ainsi de suite. Donc un objet, c'est un bloc mémoire qui est créé conformément à un modèle. Et le modèle, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est l'objet. Ça, c'est la réalité observée. Ça, c'est la réalité observée par le concepteur. La réalité observée par le concepteur, programmeur, qui veut résoudre, qui veut donner une application informatique à cette population. Ben, il faut qu'il crée une classe pour les êtres impliqués dans l'application. Et maintenant, au sein de l'application, je peux créer autant d'objets que je veux, autant d'êtres qu'il y a dans la communauté, en revenant toujours à ma classe, en faisant une nouvelle instance, en créant une nouvelle instance. Je pourrais créer autant d'instances que je veux à partir de la même et de l'unique classe. Bien sûr, je pourrais créer d'autres classes parce que ce qu'on a observé des étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi d'autres choses. Il y a les profs, il y a les cours, il y a les classes, les salles de cours, il y a l'administration, il y a tout. Il y a toute l'école. Donc, ça veut dire qu'on pourrait donc observer encore d'autres classes, des liens entre les classes, d'accord? Et on peut commencer à mettre les objets, les liens entre les objets, et ainsi de suite, et on fait l'application selon cette vision de programmation. Alors, bien sûr, l'instanciation, pour faire une instanciation, quand on fait une instanciation, on est en train de construire. D'accord? L'instanciation veut dire aussi construction. D'accord? Construction. On parle, ça c'est un terme que vous utilisez sûrement quand vous parlez de la construction. Vous construisez un pont, vous construisez une œuvre, mais il vous faut un plan. D'accord? Vous voulez faire une construction, vous avez besoin d'un plan. Et vous pouvez maintenant passer à la réalisation. Donc le plan, pour nous, c'est la classe. La réalisation, c'est l'objet. D'accord? Et vous allez faire ici la réalisation. Imaginons par exemple un immeuble. Ben, je vais le dessiner, je vais essayer. Donc, etc. Voilà. Mais vous pouvez créer autant que vous voulez. D'accord? Bien sûr, selon le même plan. Alors ça, c'est les objets. Ça, c'est le plan. C'est la classe. Ça, c'est la construction. Alors, pour construire, vous avez besoin, dans le plan, de parler de méthodes de construction. Vous avez besoin, parmi les méthodes que vous devez avoir là, vous devez placer ce qu'on appelle des constructeurs. Donc, regardez, ce qui dit classe, dit getter, pour accéder aux données, getters, on pourrait avoir plusieurs parce qu'on a plusieurs données, dit setters, mais dit aussi constructeur. Et constructeur, c'est au pluriel, parce qu'il n'y a pas une seule méthode de construction d'un immeuble. Je pourrais avoir le même plan, un seul plan, mais je peux créer de différentes manières différentes, de plusieurs manières différentes. Et par conséquent, j'ai besoin donc pour chaque manière de placer un constructeur. Un constructeur, c'est quoi? C'est une méthode qui est dédiée à la construction. C'est une méthode particulièrement dédiée à la construction. Méthode dédiée à la construction. C'est dans laquelle le concepteur il indique comment construire, quelles sont les précautions à faire pour construire, qu'est-ce qu'on a besoin comme chose pour construire notre immeuble. Et donc il ne suffit pas de dessiner un immeuble, mais il faut aussi mettre avec les modes de construction. Comment est-ce que vous allez procéder pour le mode opératoire, si vous voulez. Comment vous allez construire. Donc, si je vous dis maintenant, une classe, quels sont ses constituants? Regardez, je vais les citer ici. Premier constituant, c'est les données. On les appelle des attributs.
le nom, le prénom pour l'étudiant. Largeur, longueur pour le rectangle. On va dire ici les attributs. Les attributs, donc, c'est les données. Deuxième chose, méthode. Donc, il y a deux constituants. Mais sur ces méthodes-là, ou parmi ces méthodes-là, on va trouver de 1 constructeur. C'est les méthodes particulièrement dédiées à la construction. De 2, les getters pour accéder. De 3, les setters. On pourrait trouver autre chose, on va dire 2, 4, autre. On va voir autre par la suite. Autre chose, autre méthode. Donc, je pense que maintenant, la vision est claire pour tout le monde. Regardez, je vais dessiner, je vais faire ça par dessin. Désolé, donc, je refais. Alors, je vais faire un dessin, un grand dessin ici. Ça, c'est la classe. Si vous voulez faire une classe, vous la dessinez comme ça. Vous mettez ici le nom de la classe. Ici, vous mettez les attributs. Souvent avec un signe moins. Alors ensuite, vous mettez les méthodes ici. Quel type de méthode? Constructeur. Constructeur 1. Constructeur 2. Vous pouvez avoir autant de constructeurs. Getter. Getter 1. Un getter pour chaque donnée. Monsieur? Oui. Un setter pour chaque donnée. Allez-y. C'est quoi la différence entre fonction et méthode? Aucune. La fonction, quand vous la prenez, vous la mettez à l'intérieur d'une enceinte classe, ben on va commencer à l'appeler méthode. C'est-à-dire que dans le style de programmation C, il n'y avait pas d'enceinte qui porte à la fois des données et des fonctions. C'est-à-dire c'est le programme qui les porte tous. Et dans ce cas-là, on parle de fonction. Chaque fois qu'on a un bloc d'une fonction, on l'appellera une fonction tout court. Maintenant, comme il y a une enceinte dédiée uniquement à regrouper tout ce qui est similaire, tout ce qui partage la même sémantique, la fonction que vous mettez dans cette enceinte-là, on va l'appeler méthode. Et je vais vous dire pourquoi on l'appelle comme ça, pourquoi on l'appelle ainsi. Parce que justement, il a ce signe plus. Alors, je vais faire un autre dessin, regardez. Mais là, c'est un dessin d'un objet. Ça veut dire que je crée un objet en faisant une construction. Et en fait, vous savez, quand vous créez un être, ce qui est précieux au niveau de l'être, ce sont ces données-là. Par exemple, moi, en tant que professeur, si je perds la mémoire, si je perds mes données, si je perds les données avec lesquelles j'enseigne, eh ben, je ne peux plus faire l'enseignement. Je ne peux plus faire cette activité que je suis en train de faire. Donc, mes données à moi sont précieuses. Il faut que je les protège. On met bien sûr dans la mémoire. Et voyez-vous bien, en fait, au niveau de notre mémoire, la mémoire de l'être humain, eh ben, il n'est pas accessible sans demander la permission du propriétaire, sans demander la permission de l'être humain concerné. Par exemple, si quelqu'un vous demande c'est quoi votre nom, vous pouvez ne pas lui dire. Un inconnu, par exemple. Vous pouvez ne pas lui dire, ne pas lui dévoiler votre nom. Il ne va jamais le connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont cachés quelque part, vos données, et ils sont précieuses, tellement précieuses qu'ils sont cachés. Et donc, moi veut dire tout simplement caché. Le signe moi veut dire que c'est caché. Ce sont des données qui sont cachées. Le signe plus, par contre, c'est quelque chose qui est visible. On dit ici privé, c'est des données privées. Les données sont souvent privées, alors que les méthodes, et d'ailleurs c'est pourquoi on les appelle méthodes, c'est des fonctions qui sont publiques, qui sont donc bien publiques. C'est pourquoi on met le signe plus. Les méthodes, ils sont en contact avec le monde extérieur. Les méthodes, on va les mettre là. Donc ça, c'est la première méthode, la méthode 1, la méthode 2, etc. La méthode 3. Alors, ils sont en contact avec l'extérieur. Ça veut dire, cet inconnu qui vous a posé la question,
c'est quoi votre nom? C'est un inconnu qui sait que vous parlez. Il observe bien que vous êtes un être humain. Donc, il sait bien vos méthodes, il sait bien vos comportements. Il sait bien que vous êtes capable, en recevant une question, vous êtes capable de répondre à cette question. Donc, ça veut dire qu'il voit bien la méthode. Il la voit. C'est pourquoi il vous a posé une question, c'est quoi? Il a sollicité un getter pour savoir votre nom. Mais vous pouvez lui refuser. Donc, c'est comme si vous lui dites, moi je ne vous connais pas, donc je ne vous donne pas mon nom. Sauf si je veux faire connaissance avec cette personne, et ben je vais donc lui donner mon nom. Donc, vous voyez que les données sont privées, sont donc au noyau de l'objet. Ça, c'est l'objet. C'est un modèle, c'est une autre manière de schématiser un objet. C'est le modèle de l'oignon. Les données, ils sont au noyau, ils sont à l'intérieur, et les méthodes, ils sont au niveau de la superficie. Ils sont en contact avec ceux qui souhaitent interagir avec l'objet. Et donc, l'objet, en le faisant de cette manière, il devient interactif. Il pourrait interagir avec les autres êtres qui peuvent exister dans l'environnement au même terme que l'objet lui-même. Voilà, donc je viens de refaire le schéma. Donc, pour faire la synthèse, alors première composante, c'est les attributs. Deuxième composante, c'est les méthodes. D'accord? Les attributs sont souvent cachés pour les protéger, parce que c'est des données. Par contre, les méthodes, ils sont souvent, sauf exception, parce qu'on pourrait avoir des exceptions, où on met une donnée au public. C'est un peu comme lorsque je suis dans un congrès et je porte un badge. Je suis dans une conférence ou bien dans un événement, et quand les gens décident de mettre un badge, et ils mettent des données dans ce badge-là. C'est comme s'ils décident à mettre ces données-là comme public. Donc, tout le monde peut lire ces données-là. C'est comme si on vous dit, c'est pas la peine de me poser la question, voici les données, ils sont déjà là. Alors, donc, sauf exception, on pourrait avoir quelques données, ou dans quelques exceptions, on pourrait avoir quelques données qui sont complètement publiques. Mais dans la majorité des cas, les données ils doivent être privées. Les méthodes aussi, sauf exception, on pourrait avoir une méthode privée. C'est une méthode qui est prévue uniquement pour servir à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. Personne ne pourrait l'avoir de l'extérieur, ou bien ne pourrait la solliciter de l'extérieur. Et parmi ces méthodes-là, il y a des constructeurs, il y a des getters, il y a des setters, et il y a d'autres méthodes. Voilà, donc je viens de vous donner un peu la synthèse sur les deux premiers concepts de la programmation orientée objet. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de prendre une petite pause. Maintenant, si vous lisez les points sur lesquels on va travailler, je pense que j'ai essayé de faire passer une idée sur chacune, ou bien une explication sur chacune. Actuellement, on sait bien c'est quoi une classe, c'est quoi un objet, c'est quoi une relation entre classe ou bien entre objets, c'est quoi les attributs, c'est quoi les fonctions membres ou bien les méthodes, c'est quoi un constructeur. Je n'ai pas parlé de destructeur, on va en parler juste après la pause. Y a-t-il des questions ou bien des remarques avant de prendre notre pause? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions ou bien on pourrait aller vers la pause tout de suite? On prendra une pause de 10 minutes, c'est bien ça? Oui, monsieur. D'accord, donc on se reposera pour 10 minutes. Et donc on reprendra juste après. D'accord, monsieur. Très bien, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure.